Lucia Candelis a étudié la diffusion de la médecine chinoise en France à travers l'histoire des idées, mais aussi le rôle des acteurs dans cette diffusion, en mettant aussi en évidence les tensions, les relations qui ont pu exister. Ça montre que la diffusion d'une forme de médecine qui vient de l'extérieur est soumise à toute une série de processus d'hybridation. Alors j'utilise peut-être ces termes trop forts, Lucia le dira mieux que moi, mais en tout cas que ça participe d'une réinvention, d'une reproduction, d'une production particulière, et que ces phénomènes se passent pour toutes les formes de médecine, y compris la médecine ayurvédique. Voilà, donc Lucia, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es parmi nous? Fais-moi un petit signe si tu nous entends bien. Pour l'instant, on ne t'entend pas. Lucia, est-ce que tu m'entends? Oui, est-ce que vous m'entendez? Parfait, on t'entend très bien. Donc, j'ai présenté très Ah, super, super, je suis contente. Je suis désolée parce que moi, je vous entends très, très mal. Bon. Du coup, j'ai pu écouter un peu, mais vraiment des travers ce qui s'est passé. Et voilà. Okay. Donc, merci beaucoup pour cette place que vous m'avez donnée, même si je ne suis pas là. Et je suis vraiment désolée de ne pas être présente. Et du coup, comme je crois, Jean-Yves un peu dit, je me suis occupée je m'occupe, disons, de ces questions des circulations des savoirs médicaux chinois hors Chine. Et notamment, j'ai pas mal travaillé sur la professionnalisation, disons, de l'acupuncture en France, de la part des médecins, des praticiens avec un cursus de médecine allopathique. Donc, j'essaie de partager mon PowerPoint avec vous. Attendez. Qu'est-ce qu'il a, mon PowerPoint? Juste un instant. Je ne sais pas qu'est-ce que... Alors, attendez. Voilà. Donc, alors, je ne m'occuperai pas... Est-ce que vous le voyez, mon PowerPoint? Oui. On voit très bien, mais simplement en diaporama, voilà. Ok, donc je peux continuer. Je pense avoir compris que vous le voyez. Donc, mon intervention ne portera pas nécessairement sur le Covid. Je suis désolée parce que je n'ai pas eu l'occasion de travailler sur ce sujet avec les médecins acupuncteurs récemment. Je me suis occupée de Covid, mais pour d'autres questions. Donc, le titre, vous l'avez vu peut-être dans le programme, donc c'est des souliers des Morans à nos jours, les périples de la professionnalisation de l'acupuncture médicale en France. Donc mon idée, c'était un peu déjà de vous expliquer un peu mieux qui c'est Souliers des Morans, parce que je me suis rendu compte d'avoir mis ce nom voilà, comme ça. Et puis vous montrer un peu comment elle a évolué cette professionnalisation, cette pratique de l'acupuncture en France, dans ce que j'appelle l'acupuncture clinique, dans le sens l'acupuncture pratiquée par les médecins. Et cela correspond aussi, d'une certaine façon, pas complètement, à l'arrivée de ce savoir médical en France. Ce savoir, cette pratique plus que ce savoir, parce qu'on parlait déjà des médecines chinoises et aussi un peu d'acupuncture au temps des missions des jésuites en Chine. Donc au XVIe, XVIIe siècle. Mais disons, l'acupuncture est devenue vraiment une pratique médicale beaucoup plus tard et de façon assez pionnière en France, dans le sens qu'il y a eu une explosion de la pratique de l'acupuncture et de la médecine chinoise autour des années 70, un peu partout dans le monde occidental, en Europe et aux États-Unis. Mais en France, ça a été extrêmement précoce. Et on va voir comment et pourquoi. Mais ce que je voulais aussi vous montrer, et peut-être plus précisément vous montrer, c'est comment évolue cette
la profession des médecins acupuncteurs. Et pourquoi aujourd'hui, peut-être vous le savez ou vous le savez pas, mais en France, l'acupuncture est une pratique considérée médicale, donc légalement reconnue comme pratique réservée aux médecins et aux dentistes, et depuis 2007 aux sages-femmes. Et pourquoi, malgré tout le combat que les médecins acupuncteurs ont mené des années 1940, pourquoi aujourd'hui, il y a dans les DU d'acupuncture, il n'y a pratiquement pas des médecins, mais 90% des inscrits au DU d'acupuncture en France aujourd'hui sont des sages-femmes. Donc je vais lancer une hypothèse, hein, c'est peut-être pas la seule raison, mais on peut aller voir ça. Et en tout cas, il faut vraiment que je vous dise un peu plus sur ce monsieur Georges Soulier-Desmorans. Je n'ai pas ici le temps de détailler sa vie et son héritage aussi, mais ceux qui pratiquent l'acupuncture connaissent tous le nom des Soulier-Desmorans, de Georges Soulier-Desmorans. Ils ont plus ou moins tous une idée de la trajectoire de ce personnage romanesque qui a, malgré tout, été l'initiateur de l'acupuncture clinique en France dans les années 1930. Alors, Georges Soulier-Desmorans a été un bourgeois, un fils d'une famille bourgeoise française qui a eu à plusieurs reprises l'occasion d'être en contact avec, disons, le germe de la sinologie en France. Et surtout, a entrepris très jeune une carrière d'interprète auprès du ministère des Affaires étrangères. Et du coup, il s'est rendu en Chine, effectivement, plusieurs fois, à partir de 1901. Et ce sont ces voyages en Chine qui ont été à la base de sa reconnaissance en tant qu'expert en médecine chinoise. Hein. C'est le fait que ce personnage a pu se rendre en Chine et a pu côtoyer le monde chinois, je dirais, qui a vraiment assis sa légitimité. L'autre caractéristique du personnage, c'est qu'il a créé sa propre figure, en fait. Il y a eu il y a un peu des textes qui parlent de Soulier-Desmorans, hein, notamment un livre de Jean Nguyen qui montre vraiment bien comment ce personnage a inventé au final sa carrière de praticien d'acupuncture. Mais en gros, Soulier-Desmorans a effectivement, parce que j'ai passé beaucoup de temps à rechercher, à retracer ce parcours de vie, Soulier-Desmorans a effectivement brodé beaucoup sur sa réalité de vie. Hein. Il était connu comme consul, ex-consul en Chine, par exemple, et alors qu'il n'a jamais été en Chine, il n'a jamais été consul, il n'a jamais été nommé consul. Il a été consul pendant 6 mois par intérim, au moment où 2 consuls échangeaient à Kunming, et lui, il était uniquement interprète là-bas. Mais malgré tout, pendant très longtemps, cette renommée est restée vivante et a vraiment légitimé sa position en France. Donc, vous le voyez ici dans la photo, c'était un homme très brillant, extrêmement intelligent, qui a énormément écrit sur la Chine. Il a publié sur l'opéra chinois, sur la grammaire mongole, sur les jésuites en Chine. Et à partir de 1929, il est revenu pour la dernière fois de Chine. Il a fait des allers-retours pour plusieurs raisons, mais il est revenu en 1916 et jusqu'à 1929, il a publié sur tous ces sujets autour de la Chine et a traduit pas mal de romans. Et c'est seulement à partir de 1929, on ne sait pas pourquoi, seulement à partir de ce moment-là, si on le sait, mais bon, c'est quand même à partir de ce moment-là qu'il a commencé à être visible comme expert de l'acupuncture. Sa renommée et son importance a été sûrement fruit d'un soutien hyper important de la part d'un cercle de médecins, ce qu'on appelait les médecins néo-hippocratiques de l'époque. C'était de toute façon un cercle de médecins qui était aussi plus large, qui s'intéressait aux thérapies non conventionnelles, ce qu'on appelle aujourd'hui les thérapies non conventionnelles, et qui était aussi qui était à la base des médecins homéopathes. Parce que vous savez, l'homéopathie s'est installée en Europe bien avant l'acupuncture, au cours du 19e siècle. Et donc ces médecins, ce cercle de médecins homéopathes, qui s'appelait le cercle de Causse,
se disait néo-hippocratique parce qu'il voulait reprendre une médecine ancienne, il voulait revenir à la base de la médecine et s'écarter de cette médecine, disons, scientifique qui devenait de plus en plus scientifique. Et donc, c'est eux qui ont commencé à l'interroger, hein, et ils ont fait en sorte que Soulier-de-Mauran puisse devenir le porteur de ce savoir médical des Chines. Et Soulier-de-Mauran a construit un savoir à partir des sources différentes, très différentes, qui ne sont pas claires. Hein. On est encore en train de chercher aujourd'hui. Hein. J'ai été contactée par un groupe de médecins genevois pour encore aller gratter les sources et aller essayer de comprendre comment Soulier-de-Mauran au final, a appris l'acupuncture et comment l'a diffusée en France. Mais je crois qu'effectivement, il s'est formé, il ne s'est pas nécessairement formé en Chine, malgré ce qu'il a dit pendant très longtemps. Il s'est formé, il a sûrement vu quelque chose en Chine et il n'a pas pu vraiment se former en Chine parce qu'à l'époque, l'acupuncture était interdite en Chine. C'était l'époque où l'Empire avait interdit les pratiques médicales traditionnelles. Et de toute façon, l'acupuncture en Chine a été marginale par rapport à l'utilisation de la phytothérapie. Du coup, ça me semble vraiment difficile. Il peut avoir vu quelque chose, mais ça me semble difficile qu'il puisse avoir eu une formation complète en Chine. Par contre, il avait des notions, sûrement. Il a suivi un de ses médecins néo-hippocratiques pendant au moins 2 ans, en essayant, en faisant de la clinique, en faisant des expériences sur les patients. Et tout ça, c'est documenté par les manuscrits des Soulier-de-Mauran. Hein. Et puis, très probablement, comme elle le dit Jean Nguyen dans son texte, il a été en contact avec un monsieur qui s'appelait George Ozawa, qui était au final un personnage relativement connu. Hein. Ça a été celui qui a vulgarisé le bouddhisme zen en Occident, et c'est celui qui a inventé la macrobiotique, par exemple, et qui était aussi était un psychologue. Non, il avait fait des études d'économiste, hein, un autre personnage très éclectique, et aussi était fils d'une famille des médecins traditionnels au Japon. Et donc, ce contact des Soulier-de-Mauran avec Ozawa, qui a été témoigné par la traduction d'un certain nombre d'articles sur la médecine chinoise du japonais en français dans les années 30, a fait en sorte que Soulier-de-Mauran a appris à piquer, et il a appris à piquer d'une façon particulière, avec des aiguilles en or et en argent, et chose caractéristique vraiment de l'acupuncture japonaise, et pas du tout de l'acupuncture chinoise. Ça n'existe pas dans la tradition plastique chinoise. Et donc, bref, grâce à ces différentes possibilités d'acquérir un savoir ou de le construire, Georges Soulier-de-Mauran est devenu un personnage clé pour ces médecins néo-hippocratiques, hein, qui s'intéressaient à l'acupuncture. Et il a eu vraiment beaucoup de succès au point je vous montre ici, au point de pouvoir pratiquer à côté de ces médecins dans plusieurs hôpitaux parisiens. Vous regarderez bien sur cette carte, il s'agit, sauf l'hôpital Saint-Louis, là, il s'agit toujours d'hôpitaux dans des quartiers assez huppés. Mais malgré tout, l'acupuncture était d'une façon ou d'une autre présente dans des hôpitaux entre 1930 et 1936, grâce à ce personnage qui a sûrement formé toute une série de médecins parisiens, à cette pratique qu'il appelait la vraie acupuncture chinoise, hein, malgré les sources qui peuvent être débattues. Et donc, disons, les mots-clés, disons, de ce savoir, c'est ce qu'il prenait, disons, chez les Mauran, c'était produire un savoir qui s'est construit sur la traduction, et moi j'ai dit c'était plutôt une interprétation d'un texte ou des textes médicaux classiques du chinois, donc. Et donc, l'autre chose très importante pour Soulier-de-Mauran, c'était introduire, pour lui et le fruit de sa trajectoire, hein, c'était introduire la pratique de l'acupuncture dans la communauté médicale. Pourquoi? Parce que pour un non-médecin, pour quelqu'un qui n'avait vraiment jamais eu aucune formation médicale auparavant, la reconnaissance, et par contre étant en forte demande de reconnaissance, hein, parce que Soulier-de-Mauran, avant de s'occuper des médecines chinoises, avait tenté d'autres carrières, hein, sûrement la carrière diplomatique. On n'a jamais bien compris pourquoi il n'a
Il a été complètement rejeté du ministère des Affaires étrangères. Puis il a tenté aussi la carrière de sinologue. Il a été complètement rejeté par le Collège de France aussi. Et du coup, c'était très important pour lui d'être reconnu, même s'il n'était pas médecin, mais quand même avoir une place dans cette communauté médicale. Et donc l'acupuncture devait être intégrée dans cette communauté médicale, malgré tout. Et puis, produire un savoir qui venait de la traduction des textes chinois, parce que effectivement, son atout, c'était la connaissance de la langue chinoise. Et ces deux caractéristiques ont marqué de façon hyper importante l'acupuncture en France jusqu'à la fin des années 1980. Et j'essaie de vous montrer pourquoi. Alors, attendez, pourquoi ça passe pas à la suivante? En tout cas, l'autre chose qu'il faut, parce que des fois on l'oublie, je crois que beaucoup le savent, mais l'autre héritage de Soulier de Morin, qui est vraiment très important, c'est qu'il a donné la traduction de ces deux mots-clés de la médecine chinoise, a donné sa traduction, et sa traduction est encore présente aujourd'hui, d'actualité aujourd'hui, alors que ça ne correspond pas nécessairement à une traduction, disons, c'est une traduction contestable du chinois, parce que le terme Mai, maintenant on l'appelle le méridien, mais en fait c'est plutôt l'idée d'un tuyau en Chine, oui, quelque chose dans lequel bouge quelque chose d'autre. Donc ce qui bouge c'est vraiment le qi, et le qi aussi, ce terme a été traduit par énergie, mais auparavant, dans les traductions plus anciennes, c'était pas utilisé uniquement comme énergie, il a été appelé pneuma. La traduction du qi, c'était pneuma, énergie vitale, souffle vital. Et Soulier de Morin a choisi le terme qi parce que ça lui semblait le terme le plus scientifique, le plus proche de la physique, par exemple. Il le dit clairement dans ses textes. Donc ces deux termes restent encore aujourd'hui utilisés couramment. Autre chose très importante à dire pour aller un peu au-delà de la figure de Soulier de Morin, c'est ce qui s'est passé en France, c'est donc 1930-1936, c'est cette pratique de l'acupuncture. Pensez bien à la période, elle est très particulière parce que tout ça arrive entre la Deuxième Guerre mondiale entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et puis pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est assez étonnant que l'acupuncture prend cette place à ce moment-là de l'histoire au final européenne. Mais en tout cas, ça a été le cas. Et ce qui s'est passé entre 1943 et 1945, ça a été que tous ces médecins qui ont été formés par Soulier de Morin se sont positionnés finalement. Et ils ont décidé de créer des sociétés pour donner une visibilité et une assise à la pratique. Donc, par contre, il y a eu un phénomène extrêmement intéressant et puis très fructueux au final, malgré les débats vraiment houleux qu'il y a eu. Il y a deux positionnements qui ont été pris. Il y a deux sociétés qui se sont créées pratiquement en même temps, à distance de 2 ans, et de toute façon, une en réponse de l'autre. Donc, la Société française d'acupuncture et la Société d'acupuncture, la SFA et la SA. Il faut savoir que ces deux sociétés sont vivantes encore aujourd'hui, même si elles n'ont pas changé de nom, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, entretenaient toujours ce débat entre deux pôles que je vais vous présenter tout de suite. Et ça a été ce débat, au final, qui a permis l'avancement de l'acupuncture, autant d'un point de vue du savoir, que d'un point de vue de la clinique, que d'un point de vue de la reconnaissance. Parce que c'était au final des sociétés savantes, à la base. Tout ça, alors l'histoire de l'acupuncture en France, c'est peut-être un peu dans le monde entier, je me rends compte, en ayant étudié d'autres pays que la France, c'est très très lié à des figures clés, à des personnages clés qui se sont énormément investis dans la promotion et dans la défense et dans la diffusion, dans l'enseignement, beaucoup de cette pratique médicale. Donc l'autre personnage clé qui me semble important à évoquer ici, c'est Roger Delafie. Déjà parce que c'est Roger Delafie qui a fondé la Société française d'acupuncture, la première société d'acupuncture. Et Roger Delafie, je fais court, c'était sûrement, d'une façon ou d'une autre, un élève de Soulier de Morin. Il a appris l'acupuncture par lui.
Et il y a eu un retournement des vestes, je pense qu'on dit comme ça en français. Mais bref, Soulier de Morand, étant lui aussi relativement ambitieux, il a décidé de mettre fin à ce grand succès d'un non-médecin qui pratiquait cette technique médicale, et il a décidé de créer cette société française d'acupuncture pour faire devenir l'acupuncture une pratique médicale reconnue par l'Académie de médecine. Et donc, de façon indirecte, chasser ou écraser, essayer d'écraser, ou offusquer la visibilité des Souliers de Morand. Effectivement, Roger Delafus a accusé Soulier de Morand d'exercice illégal de la médecine, hein, ça c'est quelque chose de très anecdotique. Et c'était à la fin de la carrière de Soulier de Morand, quelques années après Soulier de Morand est mort. Et ce procès, grâce à l'appui de tous les médecins néo-hippocratiques qui à l'époque avaient quand même un certain poids dans la société française, ce procès s'est terminé avec un non-lieu, donc voilà. Mais c'était quand même un geste symbolique qui a beaucoup pesé dans la suite. Et Soulier de Morand a donc créé la première société d'acupuncture, mais pas seulement, hein. Il a été extrêmement actif, cet homme, malgré tout. Il a créé en 1946 la Société internationale d'acupuncture. Cette société internationale, c'est elle qui a permis la diffusion en Europe des antennes de la Société française d'acupuncture. Hein. Il y en avait en Italie. L'Italie, ça a été bizarrement le premier pays qui a accueilli ce savoir venant de France. La Suisse aussi, très rapidement, l'Espagne et l'Allemagne. Et puis après d'autres, hein, la Grèce aussi, mais un peu plus tard. Et puis il a créé en 1947 le Syndicat national des médecins acupuncteurs de France. Hein. Cela, c'était pour défendre effectivement le statut de l'acupuncture auprès des institutions, pour vraiment défendre militer pour la reconnaissance de la pratique. Puis en 1947, l'Institut du Centre d'acupuncture de France était l'organisme qui permettait l'enseignement, à l'intérieur duquel il y avait la plus importante école d'acupuncture en France pendant longtemps. Et puis en 1949, l'organe de toutes ces institutions, la Revue internationale d'acupuncture, voilà, c'est un journal qui est encore actif aujourd'hui. Il ne s'appelle pas du tout Revue internationale d'acupuncture, mais il est encore publié aujourd'hui par la FAC et l'ex-Société française d'acupuncture. Et donc voilà, l'autre société, celle dont je vous parlais, c'est la Société d'acupuncture qui s'est constituée pour protéger au final Soulier de Morand en 1945 et en opposition à la Société française d'acupuncture. Et il y a eu un débat. Je ne vais pas du tout détailler ici, mais pendant 45 jusqu'à 1990, donc vous voyez bien combien d'années se sont passées, il y a toujours eu des débats et des allers-retours entre les deux sociétés. L'une qui se disait moderniste, scientifique, qui défendait une acupuncture scientifique, et l'autre qui se disait traditionnaliste et qui défendait une acupuncture plus traditionnelle, très attachée à la traduction des textes, très attachée à un savoir venant de la Chine ancienne, et même arrivant à avoir un regard négatif sur la pratique de l'acupuncture en Chine à nos jours, ou à leurs jours. Hein. Parce qu'à partir de 1990, vous savez, la Chine a été beaucoup plus ouverte, donc il y a eu possibilité de faire des allers-retours, et tout ce savoir qui s'est construit en France est un peu remis en question. Hein, parce que ce savoir qui s'est construit en France pendant ces décennies a circulé en Europe. Il a énormément marqué l'acupuncture dans beaucoup des pays européens, et même aux États-Unis, hein, surtout au Canada au début, et puis aux États-Unis. Mais à partir de 1990, la Chine a commencé à prendre plus de place, il y a eu une circulation des savoirs, des livres et surtout des personnes beaucoup plus intense, et donc ce savoir français s'est un peu décristallisé. Mais je peux vous assurer que pendant très longtemps, c'était vraiment l'acupuncture en Europe, c'était l'acupuncture française, proposée par Soulier de Morand et réajustée par toute une série de personnages très intéressants et très, très charismatiques qui l'ont façonné et complexifié, bien sûr. Pour revenir à cette histoire de professionnalisation, je vais juste reprendre quelques dates qui un peu clés sur la professionnalisation du médecin en France.
Parce que malgré ce qu'on pourrait imaginer, hein, l'ordre des médecins en France aujourd'hui, c'est un des ordres plus forts en Europe, mais malgré tout, la profession du médecin est relativement jeune un peu partout hein, dans le monde entier, mais particulièrement là on regarde en France. Donc parce que c'est uniquement à la fin du 19e siècle qu'il y a la création de la première union médicale du travail. Et puis en 1920, il y a la régulation institutionnalisation de la pratique médicale et le Conseil de l'ordre des médecins. Ça c'est quand je l'ai découvert, je me suis rendu compte de ça il y a très longtemps, mais j'étais assez étonnée. La création du Conseil de l'ordre des médecins a été en 1941, donc pratiquement en même temps que la création des premières sociétés d'acupuncture en France. Et les spécialités, hein, l'institutionnalisation des spécialités médicales a été établie en 1950. Ça aussi, c'est très intéressant parce que vous voyez bien que Roger de Lafy s'est battu en 1945 pour que l'acupuncture devienne une spécialité médicale en France, alors que les spécialités médicales n'étaient pas encore complètement institutionnalisées. Donc, il avait effectivement et concrètement marge de manœuvre pour œuvrer pour ça. Et donc, ce qu'il obtient, Roger de Lafy, c'est qu'en 1951, donc avant d'accuser ce demeurant d'exercice illégal de la médecine, il obtient que l'Académie des médecines et le ministère de la Santé, la faculté de médecine, stipule que uniquement les médecins et les dentistes ont le droit de pratiquer l'acupuncture. Après, je vous ai dit, depuis 2007, le syndicat des médecins acupuncteurs s'est battu pour que les sages-femmes puissent être intégrées puissent être reconnues, disons, comme praticiennes d'acupuncture. Et donc, l'autre chose qui se passe parallèlement, c'est la naissance de la sécurité sociale. Et bon, là, je ne date pas ça, mais en tout cas, en 1980, la sécurité sociale institue le secteur 1 et le secteur 2 pour les médecins généralistes. Alors, juste un rappel, en France, pratiquement la plupart des médecins acupuncteurs étaient des médecins généralistes. Et l'institutionnalisation du secteur 1 et du secteur 2, hein, tout le monde, peut-être, voilà, il n'y a pas que des Français qui m'écoutent, mais en gros, c'est le système, la couverture universelle française a fait en sorte que les médecins pouvaient s'inscrire dans des secteurs comment dire, de prise en charge de leur travail de la part de cette institution centrale, hein, d'État, et avec des conditions plus ou moins favorisant leur pratique. Et ils ont créé deux secteurs. Le premier secteur, c'était un secteur dans lequel les médecins généralistes étaient obligés de suivre certaines règles, notamment la chose fondamentale pour nous, c'est le non-dépassement de l'honoraire. Hein, ils peuvent demander un chiffre et pas dépasser ce chiffre. Et puis, le secteur 2, c'était les médecins qui, pour une raison ou une autre, pouvaient dépasser leur honoraire. Et c'est là correspondu aussi, alors je ne trouve plus la slide, c'est là, c'était en 1980. Les médecins acupuncteurs, donc 1951, voilà, on établit le droit à la pratique de l'acupuncture aux médecins et aux dentistes. Et dans tout ce combat pour la reconnaissance, une autre démarche cruciale, c'était la reconnaissance de l'enseignement. Donc l'institutionnalisation de l'enseignement. Ils se sont énormément battus. Pour devenir une spécialité, il fallait que ça rentre dans l'université d'enseignement, en gros. Et donc, il y a eu énormément de travail, de débats. Vous imaginez pas qu'est-ce que ça veut dire faire un savoir. Il y avait beaucoup d'écoles, hein. Il n'y avait pas uniquement l'école de la Société française d'acupuncture. Les écoles s'est développées. Hein. Je vous montrerai un graphique tout à l'heure où il y a eu, voilà, juste regardez ça. Ça, c'est juste l'école des Roger de Lafy. Hein. Ce sont des données que j'ai récoltées moi-même. Et vous voyez, à partir de 1965, comment augmente le nombre d'élèves. En 1981, il y avait 600 élèves, alors que quelques années avant, il y en avait uniquement 150. Ça a été une explosion. À partir de la fin des années 1970, en France, il y a eu
pour différentes raisons, parce qu'il y avait une pléthore de médecins, donc les médecins essayaient de se former à plusieurs choses, un médecin généraliste essayait de se former à plusieurs choses pour avoir plus d'offres médicales, parce que la Chine s'ouvrait, parce que Nixon est allé en Chine en 1971 et a commencé à parler d'acupuncture, et du coup, dans le monde entier, on commençait à parler de cette pratique. Là, je ne vais pas détailler, mais ceux qui connaissent un peu la médecine chinoise et l'acupuncture connaissent cette histoire. Donc, il y a eu une explosion d'intérêt pour cette pratique médicale. Et donc, c'était un peu naturel aussi qu'on aille vers une institutionnalisation de l'enseignement. Donc, finalement, en 1989, on arrive à avoir ce diplôme interuniversitaire d'acupuncture, le fameux DUU d'acupuncture, qui au début était dans plusieurs universités. Après, il y en a eu qui ont fermé, qui ont réouvert, qui ont fermé. C'est un peu beaucoup de changements. Mais il y a des sièges comme Strasbourg, Nîmes, et Nîmes-Montpellier, c'était le premier, Paris aussi, et je pense Nantes, qui sont restés toujours ouverts, toujours, ils n'ont jamais fermé, et qui ont réussi plus ou moins à fonctionner avec un programme commun. Et donc, cette date est importante. 1989, enseignement institutionnalisé, donc beaucoup d'inscrits, tous les médecins qui s'est formés passent de l'enseignement privé à l'enseignement public, universitaire. Et en même temps, 91, changement de la sécurité sociale et suppression de l'accord du secteur 2 pour les médecins généralistes. Excusez-moi, il y a general practitioner, c'est pas ça, mais c'est les médecins généralistes. En 1991, la sécurité sociale ferme le secteur 2. Du coup, si on revient à cette histoire des pratiques, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ferment le secteur 2? Ça veut dire que les médecins qui sont inscrits à la sécurité sociale ne peuvent plus faire des dépassements d'honoraires. Et l'acupuncture en France, c'est une médecine lente, une médecine dans laquelle les patients attendent d'être écoutés et les praticiens offrent une offre médicale de prise en charge qu'ils appellent globale, qu'ils appellent différente, bien évidemment, de la médecine allopathique. D'ailleurs, en France, ils se positionnent tout le temps. Ça, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais tout ce mouvement sert à se définir toujours comme des médecins, mais autres. Vraiment, dans leur discours, il y a vraiment autre. Nous, on n'est pas comme les autres médecins allopathes. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de ne pas faire de la médecine générale comme les médecins généralistes qui voient 30, 40 patients par jour. L'idée, c'est de pouvoir prendre du temps. C'est en général, c'est comme ça. Et c'était comme ça. Prendre du temps et pouvoir avoir une souplesse dans les honoraires. Et bien, avec la suppression du secteur 2, cela devient pratiquement impossible. Sauf si on est déconventionné. Et en France, c'est difficile pour les médecins de décider de se déconventionner. Il y en a certains qui le font, mais pas tous. Mais beaucoup, très peu, je veux dire. Et cela fait que le nombre des jeunes médecins qui s'intéressent à l'acupuncture décroît de façon exponentielle. Il y a une chute monstrueuse des inscriptions au DU et du coup, de moins en moins des médecins acupuncteurs en France. Disons, pour le futur, on n'aura pratiquement pas de médecins acupuncteurs en France. Les dernières données que j'ai, c'est les seuls médecins acupuncteurs inscrits aujourd'hui dans les DU, qui sont très peu, et ce sont des médecins en fin de carrière, qui font ça plus pour un intérêt intellectuel que pour vraiment enrichir étoffer leur pratique. Là, malheureusement, c'est des anciennes données, mais ça, c'était le nombre d'inscrits au DU DU d'acupuncture des Nîmes, et ça arrive jusqu'en 2004, mais je peux vous dire que la décroissance est assez importante pour les années à suivre. Donc, là, je reprends un peu ce que je viens de vous dire. C'est 3 dates un peu clous qui font que aujourd'hui, le paysage de l'acupuncture française est beaucoup plus vivant du côté de nos médecins, qui ont réussi à trouver une place très importante et pratiquement reconnue de façon assez différente que les médecins, bien évidemment. Et
Et aussi, les jeunes médecins acupuncteurs aujourd'hui sont très conscients de cela. Ça crée quand même des débats assez infernales à l'intérieur des institutions, disons de la Fédération des médecins acupuncteurs français qui a été créée récemment. Il y a vraiment beaucoup de débats sur cette histoire de reconnaissance des non-médecins acupuncteurs. Parce que, par ailleurs, après Soulier des Morans, disons entre 1950 et les années 2000, il y a eu énormément de procès pour exercice illégal de la médecine, vraiment promus par ce syndicat des médecins acupuncteurs français. Et aujourd'hui, le paysage, comme je vous dis, est vraiment très différent. Et il y a beaucoup d'écoles d'acupuncture et de médecine chinoise. D'ailleurs, on parle de plus en plus de médecine chinoise et de moins en moins, au final, d'acupuncture, parce que ces médecins français qui pratiquent l'acupuncture pratiquent une acupuncture qui n'est pas accompagnée par la pharmacopée chinoise. Très souvent, soit ils sont homéopathes, soit ils font uniquement de l'acupuncture. Et alors que dans l'enseignement pour les non-médecins, la chose est beaucoup plus riche, complexe. Il y a d'autres pratiques qu'est l'acupuncture. La médecine chinoise n'est pas égale à l'acupuncture. La médecine chinoise, c'est un savoir extrêmement des disciplines différentes et un savoir très riche, très complexe, qui va des gymnastiques thérapeutique à surtout la reine vraiment de la médecine chinoise, c'est la pharmacopée. Et bien évidemment, la pharmacopée n'a pas été n'a pas pu se diffuser dans les années 1930 parce que vous imaginez bien, c'était déjà difficile la circulation du savoir et des personnes, et ça aurait été davantage presque impossible la circulation de la pharmacopée. Voilà, je m'arrête là, et puis s'il y a des questions. Ou si vous avez envie aussi des bibliographies, j'ai un peu écrit sur ces sujets, donc et puis d'autres personnes aussi, donc je pourrais vous aider. Merci beaucoup. Merci Lucia. Est-ce que tu m'entends un peu? Oui, là j'entends très bien. Bon, est-ce qu'il y a... merci beaucoup pour cet exposé passionnant, parce que ça met évidemment en évidence comment se construit une pratique et un métier, des parcours de professionnalisation avec des choses des fois qui interfèrent et qui sont totalement extérieures, puisque là il s'agissait des réformes de la sécurité sociale, et on voit l'impact immédiat que ça a sur le nombre de praticiens dans les configurations. Bon. Donc c'est une situation propre à la France, mais qui montre bien que le jeu des acteurs va être déterminant dans l'évolution à la fois des vocations et des pratiques. Oui, je peux vous garantir que j'ai étudié d'autres situations en Europe, et c'est bien évidemment, c'est pas lié à la sécurité sociale, mais le système de santé des nations influence énormément l'évolution de la pratique, à chaque fois, tout le temps. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une ou deux questions, parce qu'on est un peu en retard dans le public? Questions courtes, s'il vous plaît. S'il n'y en a pas... alors, ça tombe bien parce qu'on est en retard, mais Lucia, je voulais vraiment sincèrement te remercier, te manifester mon profond désir de continuer à travailler avec toi, puisque ça touche des préoccupations qui sont les miennes, et je crois qu'on se voit bientôt, donc tout va très bien. Merci beaucoup et bonne continuation alors. Merci et à très bientôt, Lucia. Au revoir. Au revoir.